L'ambiance est assez électrique, on peut dire, au siège des Nations Unies à New York, non? On parle de consultations de dernière minute, à huis clos, demandées apparemment en urgence par Alger. Oui, tout à fait. Et au cœur de tout ça, comme souvent, le renouvellement du mandat de la MINURSO, cette mission de l'ONU au Sahara occidental. Son sort se joue, c'est vrai, chaque année, mais là, la tension semble monter d'un cran. Effectivement, une tension palpable, même pour ce dossier qui nous a habitués aux tractations, disons, compliquées. Et le point de départ de toute cette agitation, ce serait donc une proposition de résolution américaine. C'est ça. Un texte qui, sur le papier, devait sans doute faciliter les choses pour le renouvellement. Mais dans les faits, visiblement, il a plutôt mis le feu aux poudres. Ah, un texte américain qui divise. Intéressant. D'habitude, Washington essaie plutôt de jouer les équilibristes sur ce sujet. On entend dire que ça provoque pas mal de remous, certains parlent même de tempête dans les couloirs du Conseil de sécurité. Pourquoi une telle crispation cette année, spécifiquement ? La crispation est bien réelle, hein. Ce texte américain initial, il a déjà été modifié une fois. Et les échos qu'on a de New York suggèrent qu'une troisième version est peut-être même en cours d'écriture. C'est dire si on est loin du consensus. Une troisième version. D'accord. Et les objections les plus nettes, elles viennent de la Russie, mais aussi de l'Algérie, qui est membre non permanent et évidemment très impliqué sur ce dossier. Leur argument principal, si on résume, c'est que certaines phrases, certaines formulations s'écarteraient un peu trop de la charte de l'ONU et aussi des principes du droit international sur les territoires non autonomes. Oui, mais attendez. Des objections, des amendements, des négos en coulisses, c'est un peu le quotidien du Conseil de sécurité, non ? Surtout sur un dossier aussi sensible. Alors pourquoi est-ce que cette fois, on entend parler, et c'est ça qui est frappant, même dans des médias marocains d'habitude assez alignés, de revers diplomatiques majeurs pour Rabat ? Qu'est-ce qui change vraiment ? C'est une bonne question. Je pense que c'est là qu'il faut regarder le contexte. Le Maroc espérait beaucoup, misait sur une dynamique positive. Ils voulaient voir leur plan d'autonomie, disons, mieux reconnu ou au moins conforté dans la résolution. Or là, la proposition américaine, même amendée, elle semble avoir eu l'effet inverse. Elle a souligné, peut-être même accentué, les divisions au sein du Conseil. Donc l'élan que Rabat espérait, non seulement il est stoppé net, mais en plus la résistance qu'il rencontre est plus forte que prévu. Donc l'enthousiasme qu'on avait vu au début côté marocain, très relayé d'ailleurs. Oui, cet enthousiasme a clairement laissé place à une déception, voire même une certaine inquiétude. Ce n'est plus juste le jeu diplomatique habituel, quoi. C'est la crainte d'un possible changement de cap qui préoccupe Rabat. Une déception. Ou alors, est-ce que ce n'est pas simplement un retour un peu brutal à la réalité des rapports de force ? Parce que, soyons clairs, ce plan d'autonomie, Rabat le pousse depuis des années avec beaucoup d'énergie, mais il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme la seule solution légitime pour tout le monde. Surtout pas au Conseil de sécurité où les équilibres sont ce qu'ils sont. C'est une lecture, oui. Le plan d'autonomie marocain, il est sur la table, c'est vrai. Beaucoup de pays le jugent sérieux, crédible. Mais formellement, il n'a jamais annulé le cadre initial de l'ONU, celui du référendum. Même si ce référendum aujourd'hui paraît très difficile à organiser, soyons nets. Effectivement. Ce qui se passe là, surtout, ça révèle peut-être que le petit consensus qui existait ces dernières années, un soutien prudent au processus de l'envoyé personnel, sans trop se mouiller sur le fond, ce consensus est peut-être en train de craquer un peu. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Ce texte qui fâche tant. Au-delà des grands principes, la charte, le droit international, tout ça, quels sont les points précis, les mots, peut-être les virgules qui bloquent concrètement ? C'est quoi le problème dans cette version américaine ? Alors, il y a plusieurs points qui cristallisent vraiment les tensions. Le premier, et c'est sans doute le plus sensible pour Rabat, c'est la définition même du territoire. D'après plusieurs sources là-bas, le projet de résolution parlerait du Sahara occidental comme d'un territoire distinct du Maroc. Distinct du Maroc ? Oui, et relevant du statut de territoire non autonome selon le chapitre 11 de la charte. Ce qui est techniquement la position constante de l'ONU depuis le début, non ? Mais le réaffirmer comme ça maintenant serait perçu comme une attaque directe contre la souveraineté que revendique le Maroc. Un chiffon rouge en quelque sorte. Exactement. C'est touché au cœur même de la position marocaine. Deuxième point qui accroche, et ça peut paraître surprenant, c'est la durée du mandat de la MINURSO. Ah oui, même ça. Oui, on pourrait croire que c'est technique, mais non. Apparemment, Paris et Rabat, qui sont souvent sur la même ligne sur ce dossier, auraient des réserves sur la durée proposée par les Américains. Ils préféraient peut-être plus court pour maintenir une certaine pression ou pour d'autres raisons stratégiques.
Le fait que même ça coince, ça montre bien à quel point les désaccords sont profonds. D'accord. Donc on a le statut du territoire, la durée de la mission, quoi d'autre? Troisième point qui revient souvent mais qui est toujours sensible, la question du recensement des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf en Algérie. Ah, l'éternel recensement. Voilà, c'est une vieille demande du Maroc pour avoir un décompte précis. L'Algérie et le Polisario, eux, ils voient ça comme une manœuvre politique et s'y opposent. Que ça revienne dans les discussions autour du texte américain, ça rajoute de l'huile sur le feu, ça ravive les vieilles querelles. Oui, ce recensement, c'est un levier diplomatique classique dans ce dossier. Est-ce qu'il y a un dernier élément important? Oui, et c'est peut-être celui qui a le plus surpris et inquiété le Maroc. Le projet de résolution contiendrait une phrase qui accueille favorablement, ou en tout cas n'exclut pas, d'autres propositions que le plan d'autonomie marocain. Comme le voudrait Rabat. C'est ça. Mais en plus, on ouvrirait la porte explicitement à d'autres pistes. On dirait presque « soyez créatifs, trouvez autre chose ». Ça, c'est une brèche énorme dans la stratégie marocaine qui mise tout sur son plan depuis 2007. C'est un changement de paradigme ou juste une énorme maladresse des Américains? Maladresse, à ce niveau, c'est peu probable. Beaucoup interprètent ça plutôt comme une tentative, peut-être de Washington, de débloquer un processus politique qui est complètement enlisé, en élargissant un peu le jeu, quoi. Mais pour le Maroc, évidemment, c'est vécu comme une dilution inacceptable de la primauté de leur plan, voire une remise en cause. Pour l'Algérie et le Polisario, par contre, ce serait une bouffée d'air. Une reconnaissance que d'autres options, y compris le référendum d'autodétermination, restent sur la table, conformes au droit international et aux résolutions passées. C'est fou comme une simple phrase peut potentiellement tout changer. Analysons un peu le jeu des acteurs. La Russie, par exemple. Moscou qui hausse le ton, qui demande un texte équilibré, en phase avec le passé. C'est juste une posture anti-américaine classique, comme sur d'autres dossiers, ou il y a plus? Une vraie défense du principe d'autodétermination? Un intérêt régional? Les deux? Probablement un mélange, oui. La Russie a toujours été assez prudente sur le Sahara occidental. Elle insiste sur le respect strict du cadre de l'ONU, des résolutions existantes, qui parlent toutes d'autodétermination. Donc il y a une certaine cohérence. D'accord. À ça s'ajoute sûrement une volonté de marquer des points face à Washington, de se poser en garant du droit international contre ce qu'il voit comme des initiatives un peu unilatérales. Et puis, il ne faut pas oublier les bonnes relations Moscou-Alger. Alger est un acteur incontournable. Donc oui, c'est multifactoriel, hein. Les principes, l'opposition aux USA, les relations bilatérales, et ça pèse lourd au Conseil. Et Washington, dans ce jeu compliqué, ils lancent une proposition qui divise au lieu de rassembler. C'est quoi leur plan B, maintenant? Chercher un consensus à tout prix, quitte à vider leur texte de son sens initial, juste pour avoir une résolution adoptée et ne pas perdre la face? Ou est-ce qu'ils tiennent une ligne plus ferme? Avec quelle priorité? La stabilité régionale avant tout, même si ça froisse un allié comme le Maroc, ou alors une vraie volonté de faire bouger les lignes sur le fond, même si c'est difficile. C'est quoi la boussole américaine, là? C'est la grande question. Les États-Unis sont un peu coincés. D'un côté, il y a le soutien historique au Maroc, un partenaire stratégique important. De l'autre, il faut bien maintenir un semblant de consensus au Conseil, éviter un blocage total qui paralyserait l'ONU. Bien sûr. Et puis, il y a la pression pour ne pas avoir l'air de piétiner le droit international. Surtout après la reconnaissance de la souveraineté marocaine par Trump, une décision que Biden n'a pas formellement reprise, mais pas annulée non plus. Donc Washington navigue un peu à vue, j'ai l'impression. Il cherche un équilibre très très difficile à trouver. La priorité, ça semble être d'éviter l'échec total, d'éviter une non-résolution, tout en essayant de préserver les bases du processus politique tel qu'il le voit. Mais clairement, leur initiative de départ a sous-estimé les résistances. Une navigation à vue qui ressemble un peu à vouloir ménager la chèvre et le chou, avec le risque de fâcher tout le monde au final. Concrètement, où en sont les négociations, là, maintenant? Ça négocie ferme, à huis clos comme toujours dans ces moments-là. L'échéance approche, le mandat de la MINURSO expire bientôt, on attend un vote, peut-être jeudi. Le seul truc qui semble à peu près faire consensus, c'est qu'il faut prolonger la présence de la MINURSO sur place. Le minimum vital, quoi. Voilà. C'est la recommandation du secrétaire général Guterres pour maintenir le cessez-le-feu, un minimum de stabilité.
Mais sur tout le reste, la durée exacte et surtout le contenu politique, les orientations pour la suite, là, ça bloque toujours. Et d'ailleurs, un fait intéressant et assez révélateur de cette impasse qui dure, même certains médias marocains, citant des sources diplo, le rapportent, malgré tous les efforts de Rabat, malgré l'évolution de la position de certains pays, le dossier du Sahara occidental reste pour l'ONU formellement classifié comme une question de décolonisation. Ah oui, toujours. Toujours. Il est sur la liste des territoires non autonomes en attente d'une solution politique définitive qui permette l'autodétermination de son peuple. Cette base juridique-là, elle n'a pas bougé. Ce qui renforce cette impression terrible de dialogue de sourds, ça dure depuis des décennies. On tourne en rond, on répète les mêmes choses, on bute sur les mêmes murs. Est-ce qu'au fond, ce statu quo, il n'arrange pas un peu tout le monde, tacitement? Maintenir cette situation de ni guerre, ni paix, gérée au jour le jour, plutôt que de prendre le risque d'une vraie résolution qui ferait forcément des vagues et des mécontents. C'est une question qui se pose, oui, face à cet enlisement. Pour résumer la situation, le Conseil de sécurité est devant un choix cornélien. La proposition américaine, qui se voulait peut-être un coup de pouce, a surtout révélé les fractures. L'équilibre est vraiment précaire entre la position marocaine sur l'autonomie, celle de l'Algérie et du Polisario sur l'autodétermination, les exigences du droit international et les intérêts divergents des grandes puissances. Donc on aura sans doute un renouvellement de la Minurso ? Oui. Très probablement. Mais la résolution qui va avec, chaque mot va être pesé, analysé. Ce sera lourd de conséquences pour la suite. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être un peu provocatrice pour nos auditeurs. Cette incapacité quasi chronique du Conseil de sécurité à s'entendre, même pas sur une solution, soyons réalistes, mais juste sur les mots d'une résolution de renouvellement de mandat. Est-ce que ça ne cache pas, au fond, une forme d'impuissance volontaire, ou du moins une impuissance acceptée par la communauté internationale? Une manière de gérer un conflit qu'on juge insoluble, où toute tentative de vraie résolution serait plus risquée que de maintenir ce statu quo, aussi frustrant et potentiellement dangereux soit-il.